La nouvelle preuve ne peut pas être réfutée. Nous vivons dans un environnement simulé. Toutes les anciennes traditions indigènes disent toutes que nous sommes ici pour apprendre quelque chose, car nous allons ailleurs. Nous sommes tous connectés à une plus grande communauté située en dehors de la simulation. La question est, pourquoi ? De toute évidence, nous sommes ici pour une bonne raison. Peut-être est-ce pour élever la conscience collective, évoluer, apprendre plus vite, et de potentiellement sortir d'une crise. Nous essayons de résoudre les problèmes de ce monde à travers une réflexion basée sur de fausses suppositions et une science obsolète. Telles que les idées de Darwin qui disaient que la nature est basée sur la compétition et le conflit. Nous observons une montée de la haine telle qu'on ne l'a jamais vue auparavant. Ça n'a rien de naturel. La première règle de la nature, c'est la coopération. À quoi ça ressemblerait ? D'élever toute une nouvelle génération à partir de ce que nous savons aujourd'hui être vrai en science. Nous avons tout ce dont nous avons besoin pour transcender, au lieu de survivre. Nous avons la capacité de choisir. Alors, la nouvelle question est, changerez-vous cela ? Bonjour, je suis Brian Rose et mon invité d'aujourd'hui est Greg Braden, auteur à succès du New York Times, conférencier international, chercheur et éducateur. Vous êtes l'un des pionniers qui reconnectent les sciences modernes, la sagesse ancienne et le potentiel humain. Vous avez été invité à parler devant les Nations Unies, à Fortune Global 500 et à l'armée américaine. Vos livres s'intitulent Le Code de Dieu, La Divine Matrice, Le Temps Fractal, Nous ne sommes pas ce que la science a dit de nous, et votre dernier, La Nouvelle Histoire Humaine. Greg, bienvenue de nouveau à London Real. Je suis ravi d'être ici. On dirait qu'il ne s'est passé qu'un jour depuis la dernière fois, et j'ai hâte d'aller un peu plus loin pour élaborer sur les sujets qu'on avait abordés. Nous avions parlé de beaucoup de choses la dernière fois et nous avons eu de bons retours. Il semblerait que les gens auraient voulu aller plus loin à propos de certaines choses. Alors, merci de me recevoir à nouveau. C'était super, les gens aiment vraiment votre énergie et beaucoup de vos idées. Et j'aimerais approfondir ces sujets. Vous êtes déjà de retour à Londres et dans un laps de temps assez court. J'aime beaucoup cette ville. Dites-m'en un peu plus. Pourquoi aimez-vous tant cette ville ? Quand je regarde mon tableur Excel qui contient tous mes déplacements, je vois que nous passons partout dans le monde. Et dans chaque ville, les gens sont tout simplement incroyables. Je reviens de Bucarest en Roumanie, et il s'est avéré que les gens y sont très ouverts à de nouvelles idées. Mais ici à Londres, j'ai toujours le même grand sourire que j'ai maintenant sur mon visage. Je me sens comme chez moi quand je viens ici. C'est une ville très chaleureuse, les gens m'ont toujours bien accueilli. Et pas seulement dans notre audience, mais aussi avec chaque personne que je rencontre. Depuis le moment où j'arrive de l'aéroport, dans les hôtels, avec les chauffeurs. Il y a une bonne ambiance dans cette ville qui fait que j'adore être ici. Et il y a une grande scène musicale, nous en parlions justement. Je suis musicien en dehors de ce que je fais actuellement, et j'aime la musique d'ici. Si vous rassemblez le tout, vous obtenez une ville géniale. La prochaine fois, on vous fera jouer de la musique. Pas de problème. Vous avez donc un événement et un nouveau livre à venir intitulé La Nouvelle Histoire Humaine. Et vous parlez de certaines pratiques intéressantes que vous enseignez aux gens. Pourriez-vous nous parler de cette énergie, cette longévité et de quelques-unes de ces choses ? C'est le but. Le nouveau livre s'intitule « Nous ne sommes pas ce que la science a dit de nous ». Nous avons déjà parlé de tout ça lors de la dernière interview. Alors pour résumer, le livre est divisé en deux parties. Dans la première partie du livre, je voulais que les gens comprennent la science, sans s'attarder sur les détails techniques. Je voulais qu'il soit simple à lire, et qu'ils saisissent le fait qu'il n'y a plus aucun doute, que l'histoire que l'on nous a racontée à propos de nos origines et de notre potentiel ne correspond plus aux faits avérés par la science. Quand les faits ne correspondent plus à l'histoire qu'on nous raconte, il est temps de s'ajuster à une nouvelle histoire. Il s'agit donc de la nouvelle histoire humaine. La première partie du livre décrit la science révisée par les pairs. Il ne s'agit donc pas de mes théories ou mes hypothèses. Il s'agit de la science confirmée qui nous montre que les preuves physiques ne concordent plus avec l'histoire que l'on nous a racontée. Nous sommes conditionnés par les théories de l'évolution de Darwin. En tant que géologiste, j'ai pu voir l'évolution dans un fossile. Et c'est un fait avéré, que pour certaines formes de vie,
tels que des insectes, des animaux ou des plantes, quelque chose s'est produit il y a 200 000 ans. Nous sommes apparus, et ce n'est pas l'évolution qui nous a donné notre apparence actuelle. La théorie tombe à l'eau. Les preuves physiques ne concordent pas avec ça. C'est ce qui me fascine, car nous savions depuis longtemps que les faits ne concordaient pas avec la théorie. Ce qui est vraiment fascinant, ce sont les nouvelles découvertes sur l'ADN qui ne peuvent pas être réfutées. C'est un problème pour les scientifiques qui sont imprégnés de la théorie de l'évolution, qui parle d'un long et lent changement, qui se serait fait graduellement sur une longue période de temps. Ça ne s'est pas passé comme ça. Nous sommes apparus, il y a environ 200 000 ans, avec cette structure génétique avancée, et avec ce vaste et incroyable réseau neuronal. Il n'y a jamais eu quelque chose de semblable avec aucune autre forme de vie. On a fait des découvertes récentes. Des découvertes que je peux partager avec vous dès maintenant, et qui n'étaient pas encore disponibles la dernière fois qu'on s'est vu. Quelle découverte? L'une des choses que nous pouvons constater, quand l'être humain moderne est apparu il y a 200 000 ans, c'est que nous nous sommes retrouvés soudainement avec un cerveau 50% plus large que tous les autres primates. Mais ce n'est pas arrivé lentement et graduellement. Nous avions un néocortex composé de 6 couches superposées. Et ces 6 couches sont intéressantes car c'est principalement de là que vient l'amélioration. Et nous avions un cerveau 50% plus large que n'importe quel autre primate. Avant cela, nous avions un corps avec les mêmes proportions et le même système nerveux que nous avons aujourd'hui. De toute évidence, il y a eu une évolution de la conscience. Nous devons le dire. Et aujourd'hui, nous sommes câblés de la même façon que nous l'étions quand nous sommes apparus. Les scientifiques disent qu'au vu de la façon dont ça s'est produit, nous sommes le résultat d'une intervention extérieure. Que la biologie semble être intentionnelle et que le processus de l'évolution ne peut pas être responsable d'un changement aussi complexe. Et c'est un fait qu'autant de changements se soient produits en si peu de temps, et tous en même temps. Deuxièmement, et nous en avions déjà parlé, un chromosome est responsable du cerveau 50% plus large que n'importe quel autre primate. Au même moment, le 7e chromosome a connu une mutation qui a permis le langage complexe, chose qui s'est produite d'une façon qu'aucune autre forme de vie ne pourrait avoir. C'est pourquoi nous pouvons chanter alors que les chimpanzés ne peuvent pas. En tant que musicien, je me suis toujours demandé pourquoi les chimpanzés ne chantent pas. Exact. Car ils partagent plus de 90% de notre ADN. Et à quelle raison la communauté scientifique attribue-t-elle cette croissance rapide du cerveau? Au fait de faire cuire la nourriture ou des changements dans les habitudes sociales? À quoi est-ce dû? Car il y a eu cette période durant laquelle tout le monde s'accorde sur le fait qu'il y a eu d'énormes changements concernant l'anatomie humaine. C'est un fait. Et toute la communauté scientifique s'accorde sur le fait que nous sommes apparus il y a 200 000 ans. C'est un fait accepté. En tant qu'Homo sapiens. Tel que nous sommes aujourd'hui. Et l'homme de Néandertal était déjà là. Est-il le produit de l'évolution? C'est là que ça devient intéressant. Car nous pouvons faire aujourd'hui ce qui auparavant passait pour de la science-fiction. Nous pouvons aujourd'hui extraire l'ADN de la moelle osseuse provenant des êtres qui sont nos ancêtres. Et cela inclut le Néandertal. Comme dans le film Jurassic Park. Ce film était de la science-fiction quand il est sorti, et c'est aujourd'hui un fait scientifique, nous pouvons extraire l'ADN. Dans le film, ils ont reconstitué l'ADN pour faire revivre des formes de vie. Et selon ma connaissance actuelle des choses, nous n'avons pas encore fait cela. C'est vrai, mais le fera-t-on un jour? J'imagine qu'on essaiera. Quand je dis on, je ne parle pas de vous et moi. Et je pense que si ça peut être testé, ça a déjà probablement été fait quelque part. Mais ce que nous pouvons faire, et c'est ce que nous faisons déjà, c'est que nous pouvons extraire l'ADN de la moelle osseuse. Depuis la côte d'un enfant néandertal par exemple. Un bébé qui fut trouvé au nord de l'Europe, dont le corps fut daté et on estime qu'elle vivait il y a plus de 30 000 ans avant notre époque. Quand ils ont comparé son ADN avec notre ADN actuel, surprise, il n'y a pas assez de similarités, pas assez de points communs. Ça a été publié dans le journal Nature. Ils ont fait cette découverte en 1987, mais n'ont rien publié avant l'an 2000. C'était dans le prestigieux journal intitulé Nature. C'était page 490, dans le volume 404. Ça ne vous surprend pas. Car vous avez des amis dans le domaine de la science. Et quand vous les confrontez avec ces preuves, ils vous disent qu'ils ont du mal à y croire. Leur cerveau se dit que ça doit être faux, car ça va à l'encontre de ce qu'ils sont, et des idées qu'ils défendent. C'est ici que les scientifiques se confrontent à un mur,
car les preuves évidentes ne soutiennent plus les anciennes théories. Aujourd'hui nous savons que Néandertal n'est pas notre ancêtre, mais nous avons partagé la Terre avec eux. C'est pourquoi j'ai de l'ADN de Néandertal en moi, et je suppose que vous aussi. Comme beaucoup d'entre nous, pas la majorité, mais beaucoup d'entre nous en ont. Si vous utilisez un service comme Ancestry.com, 23andMe ou quelque chose du genre, nous verrons de l'ADN de Néandertal, car nous nous sommes croisés avec eux. Nous avions sans doute des petits ou petits amis néandertaliens à ce moment-là. Mais si nous partagions la Terre avec eux, on ne peut donc pas descendre d'eux. Nous savons donc ce que nous ne sommes pas, et nous ne sommes pas des descendants de Néandertal, ou même des autres formes de vie que nous pouvons voir sur le graphique de l'évolution. Ce que nous pouvons dire, c'est que nous n'entrons peut-être même pas sur cet arbre. Nous avons sans doute notre propre arbre, un petit arbre comme un buisson. Nous avons notre propre chemin d'évolution qui nous a conduits jusqu'à notre apparition il y a 200 000 ans. Et c'est un problème pour la science. Ça ramène au genre d'histoire qu'on peut trouver dans la Bible, que nous avons été créés séparément. C'est la première moitié du livre. Je voulais partager la science évaluée par les pairs, celle qui n'adhère pas à un quelconque courant de pensée à la mode. Vous ne verrez donc jamais ça dans les cours, les manuels scolaires ou les documentaires grand public, ils ne montrent pas ce genre de choses. Mais si c'est vrai, ce n'est qu'une question de temps avant que ça ne soit révélé au grand jour. Ça devrait. Pour la seconde moitié du livre, je voulais aller au-delà de cette preuve qui démontre ce que nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas le produit de l'évolution. Je voulais montrer quel est le potentiel dont on a hérité quand nous sommes apparus il y a 200 000 ans. Et ce que la communauté scientifique, du moins ceux qui sont honnêtes avec les faits scientifiques, disent que les changements génétiques sont tellement complexes, qu'ils sont apparus tellement vite, qu'ils semblent être intentionnels. Et s'ils sont intentionnels, cela implique un but. Alors ma question est, quel est le but de tout ce réseau de neurones étendu que nous possédons, et cette capacité que nous avons de pouvoir consciemment réguler notre biologie, d'une façon qu'aucune autre forme de vie ne peut faire? Qu'est-ce que ça nous permet de faire? Quel genre de porte cela nous ouvre-t-il concrètement? Comment pouvons-nous exploiter ce que j'appelle les technologies internes dans notre vie de tous les jours afin de rendre nos vies plus saines, plus heureuses, plus productives et plus sûres? C'est ce dont parle la seconde moitié du livre. Pour moi, elle se complète vraiment. Beaucoup de scientifiques me disent que nous saurons quel est notre véritable potentiel uniquement quand nous trouverons d'où nous venons. Et je fais l'opposé. À mon sens, si nous suivons ces preuves, si nous suivons cet ADN, nous allons à reculons. Qu'est-ce qu'il a fallu à cet ADN pour devenir l'ADN qu'il est devenu? Que s'est-il passé? Nous en parlerons plus en détail. Qu'a-t-il fallu pour que la fusion se produise? Pour que certaines parties de l'ADN disparaissent ou soient ajoutées? Que s'est-il passé pour que toutes ces choses arrivent? Je pense que si nous allons vers l'avant, cela nous donnera la réponse de qui nous sommes et d'où nous venons. Vous devez bien avoir une hypothèse sur le sujet. Car il n'y a que quelques réponses possibles. Nous devions venir d'ailleurs. Il devait y avoir un être super intelligent, qui a décidé de modifier les gènes, puis nous a ramenés. Il y a 3 explications que les scientifiques étudient en ce moment. Nous n'en avions pas parlé la dernière fois. La première, c'est que tout est entièrement dû à une évolution naturelle telle qu'on nous a amenés à le croire, même si les faits ne soutiennent plus cette théorie. Il y a donc une bataille en cours pour déterminer ce qu'on appelle le modèle standard. C'est le modèle standard en physique qui dit que le Big Bang était la première libération d'énergie. Nous ne savons pas ce qui s'est passé mais c'était un processus naturel. Dans ce Big Bang, l'évolution correspond à quand nous sommes apparus. Un processus totalement naturel. C'est la première explication, mais les faits ne soutiennent pas cette théorie. La deuxième explication, c'est que nous vivons dans un environnement digital ou simulé. Autrement dit, nous vivons dans une réalité virtuelle. Elon Musk en parle. Elon Musk en parle énormément. Et en 2001, le premier algorithme scientifique fut créé pour tenter de déterminer si nous vivons dans une réalité virtuelle ou non. Ils ont créé des variables qui prennent en considération tout ce que nous pouvons voir dans le monde d'aujourd'hui, tels que des paramètres physiques, des paramètres sociaux, le climat, tout ce qu'il se passe. Et ils ont entré ces données dans l'algorithme. L'algorithme en a conclu qu'il y avait plus de chances que nous vivions dans une réalité simulée, que l'inverse. Il ne pouvait peut-être pas reconnaître le vrai hasard.
Est-ce que c'est ce qu'ils recherchent? Car si vous créez quelque chose dans la simulation pour voir si c'est une simulation, il y a un défaut de conception. Je penserais ça si j'étais scientifique. Ça pourrait être le cas, et ça fait partie des questions philosophiques qui viennent avec. J'ai essayé d'expliquer ça à ma belle-fille de 14 ans l'autre jour. Nous pourrions vivre dans une simulation. Elle joue aux Sims, ce genre de jeu. J'avais entendu Elon Musk parler à Joe Rogan et je lui ai expliqué ça. Ne crois-tu pas que dans 10 ou 50 ans, vu la façon dont la technologie évolue, on sera capable de créer une simulation? Ça a l'air très réel. La plupart des gens diraient plutôt que ça prendra une centaine d'années, puis ils se rétractent en disant que ce n'est pas possible qu'on soit dans une simulation actuellement. C'est une façon de voir les choses. C'en est une. C'est donc la seconde théorie à l'étude. La troisième explication, c'est qu'il y a eu une sorte de création naturelle. Donc, un Big Bang naturel, l'évolution a commencé. Mais il y a eu une sorte d'intervention consciente, à un moment donné dans le passé, dans lequel l'ADN a été manipulé de façon à nous donner des capacités différentes des autres formes de vie. Ce sont donc les trois théories que la science étudie. Je ne m'engagerai pas sur la troisième, nous ne savons pas d'où est-ce que ça peut venir. Ou c'est peut-être une combinaison des trois. Il y a peut-être une réalité virtuelle. Et dans cette réalité virtuelle, une intervention a eu lieu. Les scientifiques penchent là-dessus. Ils étudient donc ces trois possibilités. Tout est naturel, tout est artificiel, ou c'est naturel mais avec une intervention. Pour en revenir à... Trois possibilités très différentes. En effet, trois possibilités très différentes. La théorie de la simulation est très intéressante. J'ai fait des conférences entières sur le sujet. C'est un programme de 2 jours. Pour comparer, si vous regardez la définition d'une simulation, et que vous regardez la définition de la vie, selon nos plus anciennes traditions spirituelles et religieuses, les similitudes sont frappantes. Elles disent toutes que notre monde est temporaire, que nous sommes ici pour apprendre quelque chose, car nous irons ailleurs après. Et c'est l'objectif d'une simulation. Voici la définition d'une simulation. Une simulation vous permet d'apprendre quelque chose de nouveau dans un environnement relativement sans danger, et qui vous servira pour l'environnement suivant. Si vous êtes un pilote de ligne qui apprend comment faire atterrir un Boeing 747 ou un Crosswind, vous ne voulez pas qu'il y ait 300 personnes à bord de l'appareil la première fois que vous faites ça. Vous utilisez donc un simulateur. Pareil si vous êtes à la surface de Mars ou de la Lune. Tout ça se produit dans des simulateurs. Les simulations sont très intéressantes car elles ont un début et elles ont une fin. Elles ont des règles que la personne à l'intérieur de la simulation doit suivre. Et si vous suivez les règles, la simulation devient plus facile. Dans chaque simulation, vous avez un moyen de contacter quelqu'un qui n'est pas dans la simulation afin d'être guidé ou de lui demander un conseil. Quand on regarde les anciennes traditions, elles disent toutes qu'il y a un commencement, qu'il y a une fin et que ce monde ne durera pas. Nous sommes ici temporairement, c'est ce qu'on appelle la Maya dans les traditions hindouistes. Il y a des règles que nous apprenons pendant que nous sommes ici, et quand nous avons des ennuis. Nous pouvons contacter une présence située en dehors de notre réalité connue et qui a une perspective que nous n'avons pas. C'est Dieu, avec la prière. Pas forcément. Ça pourrait être notre moi supérieur. Ça pourrait être un ange, ou une présence. Ça pourrait être un proche décédé. Ça pourrait être du channeling. Quand vous faites du channeling, vous canalisez une présence provenant d'un autre monde. Ça pourrait être Dieu. Alors, quand on voit tous ces points communs, ils sont très frappants. Vous commencez à me convaincre. Concernant la simulation, voici la question. Si nous sommes dans une simulation, alors pourquoi? Quel serait le but? Et l'une des réponses de cela, c'est qui en bénéficie? Qui bénéficie d'une simulation? La réponse est les gens qui sont à l'intérieur de la simulation. Nous sommes ceux qui en bénéficient. Nous devons comprendre que nous apprenons quelque chose en étant ici et dont nous aurons besoin pour la suite, peu importe où nous allons. Peu importe ce que c'est. Si vous croyez que ce monde est la Maya et est temporaire. Si nous jetons un œil sur les thèmes généraux de tout ce que nous apprenons dans les traditions spirituelles, les principes religieux, là où la science médicale nous conduit, tout nous ramène à notre capacité à auto-réguler notre biologie. Le pouvoir de l'amour, le pouvoir du cœur d'influencer le corps. Le pouvoir du cœur d'influencer le monde au-delà du corps. Je pense que pour la théorie de la simulation,
Nous sommes au XXIe siècle, et nous cherchons un nouveau vocabulaire, un nouveau langage, qui a pris forme avec la technologie, et qui nous aide à donner du sens à notre existence. Que vous y croyez ou non. Peu importe que vous parliez des anciennes idées ou des nouvelles idées, elles nous ramènent toutes à la même chose. Qu'apprenons-nous? Quels sont les thèmes récurrents que nous voyons jouer sur la scène de l'amour et de la haine, de la guerre et de la paix? Notre faculté de transcender les grandes difficultés de la vie. Le fait est que nous ne sommes pas des victimes. Nous avons la capacité de réguler notre biologie de façon consciente. Aucune autre forme de vie ne peut consciemment s'asseoir dans le moment présent et dire, à ce moment précis, je choisis d'augmenter la longévité des enzymes dans mes cellules. Je choisis d'améliorer ma réponse immunitaire. Je choisis d'accéder à de profonds états d'intuition. Je choisis d'être plus résilient face aux changements dans ma vie. Les autres formes de vie pourraient faire ça instinctivement, quand l'environnement active cela. Nous sommes la seule forme de vie qui puisse consciemment dire, là, tout de suite, je choisis de m'auto-réguler. Je choisis, au lieu de laisser mon environnement extérieur me pousser à le faire.